Donc, bon, on va attaquer dans le vif du sujet, à savoir les écritures comptables courantes. Alors, le thème de ce soir, il va être un petit peu technique. Alors, surtout, n'hésitez pas à lever la main, enfin, à me couper si vous ne comprenez pas quelque chose. Parce que quand je suis parti je veux dire, dans mes explications, je peux enfin, j'allais dire m'emporter et parler technique. Et l'objectif de ce soir, c'est de ne pas vous perdre, c'est de vous apporter des éléments pour la comptabilité, la tenue de votre trésorerie dans votre association. Mais c'est vrai que bon, ça reste malgré tout un sujet, on va dire technique. Technique. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, hein, mais voilà, bon, juste alors en préambule faire quelques petits rappels en termes d'obligations, on va dire, comptables et de présentation de comptes. Euh, En termes de présentation de comptes, eh bien, vous êtes libre de présenter vos comptes comme vous le souhaitez, à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les seuils particuliers. Alors, c'est où 153 000 € de subventions publiques, hein, bien sûr, enfin, des subventions sont toujours publiques, mais de financement public. Là, vous avez l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes qui va certifier vos comptes. Ou alors, si vous dépassez deux des trois seuils suivants, c'est-à-dire plus de 50 salariés, 3 millions, 100 000 € de chiffre d'affaires ou de ressources et ou 1 550 000 € de total de bilan. Si deux des trois seuils sont dépassés, vous allez devoir présenter vos comptes selon, j'allais dire, la norme, enfin selon la règle du plan comptable, et puis et avoir une comptabilité plus normée que ce que vous pourriez faire au jour d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez présenter vos comptes si vous avez selon le plan comptable et selon, on va dire, l'organisation et un modèle qui pourrait être de l'IAS fiscal si vous avez l'occasion de travailler avec ce type de document. Mais à partir du moment où on présente un détail des dépenses, un détail des recettes, la différence des deux va nous donner le résultat. C'est un moyen, on va dire, comme un autre, de présenter vos comptes et de rendre on va dire, public et de justifier de l'utilisation des subventions que vous avez pu percevoir vis-à-vis de vos financeurs, et de rendre compte auprès de vos adhérents de l'activité et à quoi a servi on va dire, leur contribution à travers les licences et cotisations. Donc voilà en préambule ce que je voulais un petit peu redire, mais je vais certainement le redire à un autre moment ce soir. Donc on va commencer par voir les écritures courantes. Alors, le terme écriture, c'est un terme spécifique en comptabilité, c'est-à-dire quand on utilise une application comptable, quand on enregistre nos factures, nos dépenses ou nos recettes, bon, ça s'appelle écriture. Mais à partir du moment où vous enregistrez sur je crois que c'est Claude tout à l'heure qui disait qu'elle utilisait un tableur. À partir du moment où vous faites un enregistrement d'un mouvement en comptabilité, bon, voilà. Donc, ce sont les écritures courantes, ça va être les écritures d'achat, de vente, éventuellement s'il y a les écritures de banque. Et bon, les contrôles mensuels, je vais passer rapidement, mais ça vous permet en cours d'exercice déjà de voir s'il y a eu des erreurs d'enregistrement ou des oublis au cours du mois ou enfin de la période que vous pouvez éventuellement, on va dire, consacrer à le temps que vous pouvez consacrer à la compta et la période que vous souhaitez contrôler à un moment donné. Voilà, bon, c'est deux, trois petites choses à faire au fil de l'enregistrement et de la tenue de la comptabilité. Alors, Christophe, on vient d'accueillir Frédéric là, qui s'est connecté, donc d'accord. si Frédéric souhaite se présenter comme on vient de faire le tour de table avec tout le monde, sans problème. Ah bah oui, bonsoir à tous. Donc, je suis président du club de judo de Giberville. Et en fait, je cherche à travers ces conférences à savoir si des idées pour valider si mon suivi de trésorerie est bon ou pas.
éventuellement pour améliorer mon suivi de trésorerie. Voilà. Très bien, bienvenue. Merci. Christophe, hop, je vous laisse reprendre la main. Vous nous entendez? Ça, tout de suite. Vous m'entendez, Christophe? C'est moi ou... Oui, je vous entends. J'avais un souci apparemment avec ma connexion. Oui, Mauvaise c'est bon, qualité du réseau. on vous a récupéré. Bon. Bon. Oui, donc, vous voyez toujours le PowerPoint ou pas? Oui, on le voit. Oui, c'est bon. Bon. Oui, donc ce que j'étais en train de dire avant que ça ne coupe, c'est que l'objectif pour moi ce soir, c'est de vous apporter des éléments d'information, de ne pas faire la révolution dans ce que vous faites aujourd'hui, parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites bien, mais c'est peut-être d'apporter un ou deux petites plus, et effectivement peut-être des réponses à des interrogations pour lesquelles vous pourriez avoir des questions. Donc, alors, comptabilité de trésorerie. Il y a deux méthodes pour l'enregistrement, pour la tenue de la comptabilité d'une structure, enfin quelle qu'elle soit. Hein. La comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire que l'on va enregistrer les dépenses et les recettes au fur et à mesure de leur réalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez votre facture de téléphone, vous l'enregistrez aujourd'hui, au fil des encaissements et des décaissements. En fait, vous allez suivre le relevé de banque quand vous allez le recevoir ou enfin voilà, au fil des encaissements et des décaissements, vous enregistrez vos opérations. C'est un gain de temps parce que il n'y a pas, on va le voir, enfin par rapport à l'autre méthode qui est la comptabilité d'engagement, on n'enregistre que la dépense ou que la recette. Par contre, un petit inconvénient par rapport à l'autre méthode, c'est que si vous avez des règlements, enfin des factures de fournisseurs, enfin, de prestataires extérieurs qui viennent, si vous voulez suivre un petit peu les paiements de tout ça, vous n'allez pas pouvoir le faire avec la comptabilité de trésorerie, du fait justement que les enregistrements sont faits au fur et à mesure de de leur dénouement. Également pour les règlements clients, hein, de toute façon, si vous faites des prestations pour lesquelles vous faites des factures, en comptabilité de trésorerie, vous n'enregistrerez vos factures qu'au moment du paiement. Alors, cette méthode-là nécessite des travaux complémentaires quand vous allez élaborer vos comptes, mais elle est tout à fait, recevable en termes de méthode. Hein, c'est la comptabilité, on va dire, familiale, personnelle que l'on peut faire, que l'on fait tout à chacun. Hein. On prend son relevé de banque, on pointe les dépenses et les recettes que l'on a pu faire, et on regarde si tous les chèques que l'on a fait ont bien été débités. Sinon, on les pointe et puis on va vérifier qu'ils seront bien débités à un moment ou à un autre. Donc, facile à mettre en œuvre, qui ne demande pas de connaissances particulières en comptabilité, parce que là, vous pouvez enregistrer sur un cahier d'un côté les dépenses, de l'autre côté des recettes, et au moins une fois par an, la balance entre les deux pour avoir le résultat, et vous avez un point sur la situation de votre association. L'autre méthode, c'est la comptabilité d'engagement.
Alors, la différence avec la comptabilité de trésorerie, c'est que là, vous recevez votre facture de téléphone aujourd'hui, vous l'enregistrez aujourd'hui. Même si vous la payez demain, après-demain, ou si vous oubliez de la payer. Vous la constatez déjà dans votre comptabilité, dans votre système de compta de votre association. Ça va demander, alors, je vais dire, des outils un petit peu plus spécialisés en termes de comptabilité. Là, j'ai de la comptabilité d'engagement. Avec un tableur, ça peut se faire s'il a été prévu pour être utilisé avec le plan comptable et en utilisant les méthodes d'enregistrement par un compte fournisseur et un compte de charge, donc, ou un compte client et un compte de vente. Hein. Mais voilà, bon, ça va demander une technicité supplémentaire. Maintenant, cette comptabilité d'engagement, eh ben, elle permet de suivre au fil du temps le suivi des dettes et des créances. Et donc, voilà, ce que je disais, donc qui demande un niveau de... Bon, ça va demander un peu plus de temps et des connaissances un petit peu plus, on va dire, soutenues en comptabilité. L'établissement d'un rapprochement bancaire, il se fait également en comptabilité de trésorerie, puisque, quelle que soit la méthode, au moins une fois par mois, on pointe le compte bancaire. Est-ce que pour ces deux méthodes, déjà de type d'enregistrement, il y a des questions ou des interrogations? Non? Pas de questions dans le chat. Bon, je vais y aller. De toute façon, je vais aller doucement parce que pour éviter de trop partir sur les. Ce que je ne veux surtout pas, c'est vous perdre. Alors, un petit rappel dans donc les principes comptables. Alors, ce rappel-là, il est essentiel. Alors, de l'avoir à l'esprit. Les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, hein, mais enfin, essentiellement les financeurs publics, connaissent les principes comptables, connaissent les méthodes comptables maintenant, ils savent lire les documents qu'on leur fournit en termes de justification de compte. Donc, c'est important de les connaître, de l'avoir à l'esprit, ne serait-ce que si vous avez des salariés et au cours de l'exercice, il y a un litige qui naît. Eh bien, si ce litige il n'est pas dénoué, c'est-à-dire que s'il n'a pas été, s'il n'y a pas eu de dénouement au moment de la clôture de l'exercice, eh bien, vous allez peut-être devoir passer des provisions pour un éventuel risque qui serait lié à ce litige prud'homal, par exemple, si c'est avec un salarié. Mais ça répond à un principe comptable. Donc, c'est toujours bien de le connaître. Alors, il ne faut pas les apprendre par cœur, hein, mais bon, les avoir à l'esprit. La continuité d'exploitation, ça c'est essentiellement lorsque vous clôturez vos comptes, eh bien, on le fait toujours dans l'idée que l'activité va continuer l'année suivante. C'est une règle, c'est comme ça. Si jamais vous savez que votre association va être dissoute ou va être absorbée dans les 6 mois qui suivent la date de clôture, les travaux de clôture vont pas nécessairement être les mêmes, vont demander des opérations supplémentaires en termes de constatation de certaines charges ou de certains produits, par exemple. Donc voilà, la règle générale, c'est la clôture se fait dans une règle de continuité d'exploitation. L'indépendance des exercices, ça c'est votre facture de téléphone que vous recevez au 15 janvier qui concerne le mois de décembre, eh bien vous devrez enregistrer cette charge sur l'exercice précédent, même si vous la payez sur l'exercice suivant. Là aussi, c'est une règle. Alors, quand on est sur une facture à 2 € de free, c'est pas gênant. Vous avez une grosse facture de téléphone ou l'allocation du copieur. Alors en général, c'est pas tout à fait dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Vous avez un copieur, la facture qui concerne le dernier trimestre arrive le 15 janvier, vous en avez pour 1 000 €.
eh bien, on le voit bien, 1 000 €, ça peut être significatif dans la lecture des comptes. Donc, il faut réintégrer on va dire cette dépense dans l'exercice correspondant. Les coûts historiques, ça c'est essentiellement si vous pratiquez les amortissements, si vous immobilisez du matériel, je ne sais pas, s'il y a un club de judo par exemple qui investit dans des tatamis. Les tatamis, bon, ça a un certain coût. Quand on va les acheter, on ne va pas les enregistrer dans le compte de résultat. On va les enregistrer dans un compte de bilan. On va amortir la charge sur plusieurs exercices. Mais les tatamis, ils vont être enregistrés à leur coût d'achat, à la date d'achat. Vous achetez un immeuble, votre immeuble, il vaut 100 000. Aujourd'hui, vous l'achetez 100 000 €, il vaut 100 000 €. Dans 20 ans, dans vos comptes, si l'immeuble est toujours là, il aura toujours 100 000 € d'inscrits dans les comptes. Il aura été amorti, mais sa valeur d'acquisition restera celle de la date à laquelle vous l'avez acheté. Principe de prudence, eh bien ça c'est ce que je dis, c'est mon litige avec un salarié. Alors ça peut être avec un client, enfin tout litige. Principe de prudence, à partir du moment où vous avez connaissance qu'il y a un risque pour la structure qui va aboutir on va dire, à une condamnation au paiement d'une indemnité, eh bien, vous devez, l'année de naissance du litige, enregistrer un montant qui peut être une évaluation que vous allez faire par rapport au coût qui peut vous être réclamé, ou si dans le cadre d'un litige prud'homal, vous avez déjà une demande de la partie adverse pour un montant d'indemnisation. Eh bien, ce montant-là, vous pouvez l'inscrire dans les comptes. Alors, après, on ne verra pas ça ce soir, parce que ce ne sont pas des écritures, on va dire, courantes, mais si le litige, au moment où il va arriver à son terme, à son dénouement, vous n'êtes pas condamné, cette charge que vous avez constatée à un moment dans vos comptes, eh bien, le risque n'existe plus, donc cette charge-là n'a plus lieu de figurer dans vos comptes, vous la récupérerez, et donc ça a été enregistré dans un compte de charge l'année de naissance du litige, et si vous n'êtes pas condamné ou si vous êtes débouté ou si la procédure s'arrête, eh bien cette charge qui a été constatée à un moment sera reprise en produit exceptionnel l'année de, comment dirais-je, ça y est, je ne vais pas trouver mes mots, l'année de résolution, on va dire, du litige. Voilà. Donc, par le principe d'écriture d'annulation, ça n'aura pas d'impact en termes de résultats, puisque, que je raconte pas de bêtises, non, on reprend la provision. Ben ça générera un produit exceptionnel si jamais vous n'êtes pas condamné à verser une indemnité. Mais si jamais vous êtes condamné à verser une indemnité, le montant de l'indemnité correspondra en tout ou partie au montant de la provision qui avait été passée, et à ce moment-là, bien l'impact sera nul, c'est ça, l'impact sera nul dans votre compte de résultat. Par contre, bon, en termes de trésorerie, la sortie d'argent sera effective à ce moment-là. Mais voilà, donc principe de prudence. Bon, c'est essentiellement du litige prud'homal. Ou alors c'est pas nécessairement un principe de prudence, mais c'est dans le cadre de l'enregistrement de provisions. Vous avez un immeuble, vous avez une grande surface de couverture. Ça va rentrer dans ce principe-là, mais vous allez pouvoir programmer sur plusieurs exercices le remplacement de votre couverture pour une partie. Vous allez provisionner une partie de gros travaux que vous pourriez avoir à faire dans vos comptes, plutôt que de constater l'intégralité de la réflexion de la couverture l'année de réalisation, où là ça pourrait, on va dire, ça pourrait impacter, enfin ça impactera obligatoirement les comptes, mais
ça donnerait ça donnerait plus une image fidèle de vos comptes, dans la mesure où il y aurait une nécessité d'expliquer que vous avez fait des gros travaux sur votre bâtiment. Ces travaux-là passent pas nécessairement dans le circuit des immobilisations, en fonction de la nature des travaux. Et ça peut passer en charge et donc venir diminuer le résultat. Par contre, ce que l'on ne peut pas faire, c'est de passer une provision, on va dire, fictive pour diminuer votre résultat parce que vous avez reçu des subventions, on va dire, à titre exceptionnel, ou vous avez fait beaucoup de prestations et vous avez un résultat qui est important. On ne peut pas passer une provision qui n'est pas réelle pour diminuer le résultat. J'insiste là-dessus, ça s'est fait, ça peut se faire encore quelquefois. Alors, le monde associatif n'est pratiquement pas fiscalisé. Donc, je vais pas dire que ça n'a pas d'incidence, mais sur le plan comptable, on ne peut pas le faire. Maintenant, je ne vous dis pas que ça ne s'est pas fait. Ça s'est fait, on retrouve encore parfois dans des comptes des provisions pour risques et charges. Quand on essaie de reconstituer le montant des provisions, de s'apercevoir qu'à un moment, il n'y avait pas nécessairement de risque lorsque la provision a été passée. Et si on regarde le résultat, on a essayé de diminuer un petit peu l'impact du résultat pour... bon. Après, un résultat qui soit positif ou négatif, il y a toujours une explication. Permanence des méthodes, eh bien, d'une année pour l'autre, on pratique les mêmes durées d'amortissement, par exemple, si vous pratiquez, s'il y a des immobilisations dans la comptabilité, dans la structure. Si vous avez des salariés et que vous comptabilisez, c'est une charge, la provision pour engagement de retraite, par exemple, eh bien, vous appliquez toujours les mêmes modes de calcul. Voilà, c'est ce que ça veut dire, ça, la permanence des méthodes. On utilise toujours les mêmes méthodes. Alors, si on change, il va falloir donner l'explication du changement. C'est pas là aussi, faut que ce soit un peu justifié quand même. Là aussi, c'est pour toujours que l'image fidèle du décompte soit réelle. Même si vous n'avez pas l'obligation de passer par un tiers expert comptable ou commissaire aux comptes, l'importance quand même, c'est de donner une image fidèle à travers la comptabilité de la vie de la structure. L'importance relative, alors ça c'est bon, c'est un terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas remettre vous avez fini vos travaux de clôture par exemple, vous avez oublié d'enregistrer la facture de décembre de l'abonnement free à 2 €, c'est pas grave, ça va pas remettre en question vos comptes. Voilà, l'importance relative, c'est ça que ça veut dire. Vous allez constater c'est essentiellement pour ça, on va dire l'oubli d'une facture. Je veux dire, on va regarder par rapport au volume d'activité, au total de charges du budget. Est-ce que ça vaut le coup de tout refaire ou pas? La non-compensation, vous avez c'est-à-dire qu'on ne va pas... vous avez un adhérent qui est artisan aussi. Cet adhérent a fait des travaux dans vos locaux pour votre activité, pour une somme de X €. Et à côté de ça, cet adhérent, cet artisan, il est également adhérent de votre association. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir dire « je ne paye pas ta facture de travaux que tu m'as faite, mais tu ne me payes pas l'adhésion à l'association ». C'est ça que ça veut dire, ça, la non-compensation. On ne va pas compenser une dette par une créance, voilà. Vous devez la facture de travaux, vous réglez la facture de travaux. Lui, il doit sa cotisation, son adhésion. Il règle sa cotisation, son adhésion. Il n'y a pas de... On
on ne croise pas les choses comme ça. La bonne information, ça c'est essentiellement lorsque vous avez donc je disais des tiers, experts comptables ou commissaires aux comptes qui vont intervenir dans la clôture des comptes de l'association. C'est on va dire la formule consacrée, puisqu'ils mettent toujours sous réserve d'avoir une communication de tous les éléments par les administrateurs. Tous les mouvements qui vont avoir été enregistrés dans votre comptabilité doivent avoir un justificatif. Donc à partir de là, c'est ça la bonne information. C'est tous les mouvements sont justifiables par un document. Alors c'est une facture, ça peut être une attestation dans le cadre, par exemple, de demande de remboursement de frais de déplacement. Ça peut être aussi un document. Alors, il n'en faut pas non plus, je veux dire, il ne faut pas que ça dans votre comptabilité en termes de justificatif, mais vous avez fait un déplacement pour une compétition, vous avez loué un véhicule, le dimanche soir vous rentrez, vous faites le plein du véhicule pour le redonner le lendemain matin, manque de chance, il n'y a plus le distributeur, il ne redonne plus de tickets. Bon, là, ou vous prenez en photo le distributeur de carburant, ou vous faites une attestation, ce jour-le, un tel, donc j'ai fait le plein du véhicule loué pour la somme de temps. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un document réel, qui existe réellement, pour pouvoir le communiquer à un moment ou à un autre. Ça pourrait être à l'Assemblée générale, à vos adhérents qui peuvent vous demander, moi je voudrais voir les pièces justificatives, de la comptabilité. Voilà. Ou si vous avez un ou des vérificateurs au compte, vous leur communiquez l'intégralité des pièces comptables et ils vont vérifier si tous les mouvements sont bien enregistrés dans votre comptabilité et je vais dire correctement, quoi. Prééminence de la réalité sur l'apparence, ça va faire un petit peu doublon avec la bonne information. Et l'intangibilité du bilan d'ouverture, là on va dire c'est purement technique, c'est-à-dire que alors on est bien sur le bilan. Je parlais de bilan et de compte de résultat. Le bilan, c'est l'image du patrimoine de l'association à une date donnée, donc à la date de clôture. Donc vous clôturez le 31 décembre, les comptes sont arrêtés, vous avez un total de bilan qui est de temps. Vous ouvrez votre nouvel exercice le 1er janvier, le bilan d'ouverture est identique au bilan de clôture. Ça peut paraître évident comme ça, mais c'est arrivé que le bilan d'ouverture ne corresponde pas au bilan de clôture, tout simplement parce que il y a eu des petites modifications entre deux. Voilà, donc ça ne peut pas se faire. Alors on peut, en fonction de, on peut remodifier. On ne va pas pouvoir remodifier les comptes de bilan dans la mesure où, il faut, j'allais dire, en informer l'Assemblée générale. Enfin, si vous faites des modifications dans les comptes de bilan, ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de la clôture des comptes précédents. Il y a une information quand même à donner, à communiquer à l'Assemblée générale, puisque ça veut dire que, alors, peut-être les comptes clos, et vous êtes aperçu que vous avez oublié une grosse facture de tenue sportive qui n'avait pas été donnée au moment, et personne n'a pensé à un moment à dire mais oui, mais cette commande-là, toutes ces tenues, on ne les a pas payées, on n'a pas reçu la facture. Voilà, bon, c'est un cas extrême, mais c'est un principe, c'est-à-dire que le bilan au 31 décembre, quand on réouvre au 1er janvier, par exemple, on a les mêmes chiffres dans les comptes à l'ouverture. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport, plutôt des questions par rapport au principe comptable?
Alors, je vous dis, hein, c'est vraiment c'est bon, de l'avoir à l'esprit. Les financeurs, les connaissent. Pas de questions? Pas de questions dans le chat non plus. Bon. Alors, quand on enregistre, quelle que soit la méthode, hein, et quels que soient les outils que l'on utilise, l'enregistrement comptable se fait par nature. C'est-à-dire que vous organisez une manifestation, par exemple, hein, eh bien, pour votre manifestation, vous allez faire de la publicité, vous allez faire des achats de marchandises, de la location de salles, d'autres choses. Hein, là, c'était juste des petits exemples. Eh bien, pour chaque nature de dépenses, c'est-à-dire la publicité, les achats de marchandises, la location de salles, alors, quand on utilise le plan comptable général, hein, eh bien, vous allez enregistrer ça dans un compte, je veux dire, bien particulier, et non pas dans un compte global 6 qui va être organisation du vide-grenier, par exemple. Si on alors, ce qui fait office de, enfin, je veux dire, de preuve en termes de comptabilité, c'est la comptabilité générale. La comptabilité analytique, c'est le mode, c'est-à-dire j'enregistre toutes mes dépenses dans un même compte vide-grenier. Seulement, le résultat analytique, la comptabilité analytique se fait en parallèle de la comptabilité générale. Si on veut être pointu, c'est comme ça. Donc, quand vous allez enregistrer la facture des affiches que vous avez fait pour votre manifestation, eh bien, sur votre cahier, si vous faites votre comptabilité sur un cahier, vous allez enregistrer votre facture flyer vide-grenier pour temps. Si vous utilisez un outil spécifique comptabilité ou un tableur qui a été développé et on va dire spécialisé pour la compta et qui utilise les codes du plan comptable, vous allez utiliser un code du plan comptable pour chaque nature de dépense. À être dedans, alors vous allez pouvoir, si vous faites plusieurs manifestations dans l'année, vous allez pouvoir avoir toutes vos factures de flyers, par exemple, de pubs que vous avez faites pour l'ensemble de vos manifestations, vont être dans ce compte C62300. C'est le code, c'est le compte du plan comptable général. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser cette trame qui est le plan comptable, puisque le dossier demande de subvention, que ce soit l'ANS, ex-CNDS, ou le dossier unique de demande de subvention, il est construit au moins pour la partie financière, il est construit selon le plan comptable. On va voir pour les dépenses, on va avoir un petit bloc pour tout ce qui va être les achats 60, les services extérieurs 61, 62, 63 pour les taxes, 64 pour les charges de personnel, 65, 66. Voilà. Il est construit un petit peu comme ça. Donc, moi, je vous encourage à utiliser, alors, pas nécessairement l'intégralité du plan comptable, hein, mais certains comptes du plan comptable. Alors, ça va pouvoir vous aider à classifier un petit peu. Alors, si vous voulez savoir combien de dépenses on va dire de publicité ou d'affiches, enfin de flyers que vous avez pu avoir, il suffit de prendre le total de ce compte-là et vous allez avoir vos dépenses globales pour l'année. Ça ne vous empêche pas, à côté, de faire de la comptabilité analytique. Si vous utilisez un logiciel comptable, au moment où vous allez enregistrer votre facture, vous allez pouvoir lui affecter un code analytique qui va être vide-grenier, par exemple. Voilà. Et quand vous interrogerez de façon analytique votre système de comptabilité, vous allez appeler vide-grenier, et là, le système va vous sortir l'intégralité, le total des dépenses et le total des recettes qui ont été enregistrés pour le vide-grenier. Alors,
Là aussi, hein, je vous rassure, alors de moins en moins, après je ne suis pas dans toutes les associations, mais l'enregistrement, on va dire, autrement que par nature, se fait de moins en moins quand même dans la comptabilité des structures. Est-ce que tout le monde a compris ce principe d'enregistrement? C'est essentiel. C'est essentiel pour tout simplement aussi pour la bonne interprétation quand vous allez faire une demande de subvention. Si le document, la partie financière, bon, il y a deux parties. Il y a une partie on va dire littéraire, où on développe de façon littérale les activités qui vont être proposées, mais il y a aussi la partie financière qui permet de voir, je vais dire, certaines choses quand même. Et si cette partie-là n'est pas remplie, on va dire, correctement, ça peut interroger quand même. On peut avoir un très beau projet expliqué, développé de façon littérale, mais si à côté de ça, la partie financière, on ne voit pas si par rapport à l'activité globale de l'association, si vous me mettez par exemple des charges de personnel dans la partie demande de subvention pour l'action, alors que dans l'association, il n'y a pas dans le budget global de l'association, il n'y a pas de charge de personnel, ça va interroger. Voilà, et parfois il peut y avoir on va dire des erreurs d'interprétation dans l'analyse d'une demande de subvention parce que la partie financière n'a pas été remplie, on va dire, correctement. Et à partir du moment où, si on utilise le schéma du plan comptable, alors je dis pas que c'est simple, hein, mais bon, ça permet quand même de dégrossir un maximum. D'ailleurs, je pense à ça, Sarah. On pourra envoyer aussi ce que l'on a au GDOS concernant le détail des dépenses qui peuvent être enregistrées dans les comptes du plan comptable. D'accord, oui, on pourra le... Ouais, on joindra ça. Ça permet de démystifier. Parce que c'est vrai que parfois, les libellés du plan comptable ne sont pas très parlants. On va en voir. Voilà. Donc le plan comptable général, donc c'est une codification, hein, par chiffre, hein, de 1 à 8. Pour les comptes de la classe 1 à la classe 5, on est sur les comptes de bilan, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qui concerne donc tout ce qui va être le patrimoine de l'association. Et alors, même si vous me dites, mais moi je ne pratique pas les amortissements, j'ai pas ce document bilan à produire tous les ans, je vais dire que si, parce que à partir du moment où votre association a 1 an d'existence et vous clôturez une première année vos comptes, eh bien votre résultat, déjà, il n'est pas à 0, et le solde de votre compte bancaire, il n'est pas à 0. Et le solde du compte bancaire, donc c'est un compte de classe 5, c'est une richesse que l'association a. Et à partir de là, le compte bancaire n'est pas à 0. Vous allez devoir, dans ce document bilan, inscrire d'un côté le solde du compte bancaire. Et comme le document bilan, il doit s'équilibrer, eh bien, de l'autre côté, on va mettre en résultat, ou alors si vous existez depuis plusieurs années, une partie en compte report à nouveau, et sur une deuxième ligne, le résultat de l'année, pour équilibrer ce document. Voilà, c'est le document, c'est le bilan de l'association, c'est-à-dire l'image du patrimoine à un instant donné.
Les autres comptes sont, donc les comptes 2, c'est pour tout ce qui va être immobilisation, le 3, c'est les stocks, et les 4, c'est tout ce qui est compte de tiers. À partir du moment où on fait de la comptabilité d'engagement, on va utiliser ces comptes. En comptabilité de trésorerie aussi, puisqu'à la clôture, vous devez constater quand même certaines choses, et donc ces comptes doivent être utilisés si vous utilisez une application comptable, un logiciel comptable. Mais voilà, donc pour les comptes de bilan. Alors là, c'était un petit focus sur les modifications qui avaient été apportées. À un moment, il y a eu une réforme sur le plan comptable. Alors, c'était essentiellement sur les fonds dédiés, et il y a eu également sur le traitement des subventions d'investissement. Bon, là, je ne m'étendrai pas. Juste pour les fonds, alors pour les fonds dédiés, une petite parenthèse quand même, parce que vous pourriez être amené à enregistrer, à passer des écritures, on va dire, en utilisant ces comptes-là, si vous utilisez une application spécifique compta. Hein. C'est-à-dire que je reviens sur mon exemple de la subvention ANS. Là, en plus, avec la crise sanitaire et le Covid, les subventions qui ont été reçues pour des actions qui n'ont pas pu être réalisées sur la saison actuelle, enfin sur la saison, eh bien, la totalité ou une quote-part des subventions qui ont été versées vont devoir être enregistrées en fonds dédiés. C'est-à-dire qu'on va on va pas enlever le produit, c'est-à-dire qu'on va passer un compte on va créer une charge dans le compte de résultat du montant de la subvention qui n'a pas été utilisée, et la contrepartie, puisque une écriture en comptabilité s'équilibre toujours, la contrepartie sera d'utiliser un compte 19 fonds dédié pour constater que cette quote-part de subvention n'a pas été utilisée sur l'exercice que vous allez clôturer. Et quand vous allez faire l'action la saison suivante, eh bien comptablement, on va récupérer ce montant-là qui avait été enregistré en fonds dédié pour l'affecter en produit à l'action qui sera réalisée. Bon, c'est un petit peu de technique comptable, mais là, l'ANS pour cette année a été très claire dans les demandes de compte rendu financier, et d'enregistrer dans ces comptes de fonds dédiés les subventions qui n'auraient pas été utilisées compte tenu du Covid. Les comptes 6 et 7, donc ça, ce sont les comptes du compte de résultat. Les 6 pour tout ce qui va être dépenses, et 7 tout ce qui va être produit. Voilà donc on va vous communiquer ce que l'on rentre dans les modèles, les exemples de dépenses que l'on peut enregistrer dans les achats. Ça va être vous achetez des tenues sportives, vous allez enregistrer ça dans un compte 60. Vous avez du personnel, toutes les charges de personnel, les salaires et les cotisations, la médecine du travail va être enregistré dans un compte 64. Compte 63, ça va être la formation continue si vous avez des salariés. Si vous n'avez pas de salariés, l'association n'est pas fiscalisée, vous n'avez pas utilisé ce compte-là. Alors, pour le compte 68, dotation aux amortissements, dépréciation et provisions, je fais juste un petit focus dessus parce que j'en reviens toujours à mes demandes de subvention, bien souvent, parce que quand on est sur le compte de résultat et rendre compte de l'activité de l'association, c'est pas utilisé. Mais dans le cadre d'une demande de subvention, eh bien, je l'ai vu, mais ce compte-là, il peut être utilisé parce que dans le document tel qu'il existe aujourd'hui, et comme il est généraliste, de toute façon, vous ne pourrez pas nécessairement trouver toutes les rubriques qui concernent votre activité. Eh bien, moi, j'ai vu des sommes conséquentes dans ce compte 68, alors que je savais pertinemment que la structure ne pratiquait pas les amortissements compte tenu de son activité et qu'elle n'avait pas de biens immobilisés. Alors,
en relisant l'action qui était proposée, eh bien, je m'apercevais que des dépenses avaient été émises dans ce compte-là et pas ailleurs. Alors, justement parce qu'elle n'avait pas nécessairement su où mettre dans des comptes entre 60, 61, 62 ou 64 s'il y avait eu du personnel, mais avait mis ça dans un compte parce qu'on a dotation aux amortissements et provisions. Voilà, c'est un petit peu un terme qui peut paraître générique, mais je rappelle, en comptabilité, ça a une définition précise. Voilà, c'était un petit peu pour ça que je fais souvent le rappel, moi, là-dessus, parce que c'est facile de mettre un chiffre dans une case, mais s'il n'est pas nécessairement bien mis, bon, vous vous trompiez entre un 61 et un 62. Je vais prendre les assurances, par exemple, c'est du 61, mais si vous mettez les assurances 62, ça va pas nécessairement porter à conséquence. Mais après les comptes 64, on est sur des comptes généraux qui n'ont pas à être utilisés de façon, on va dire, conséquente, alors que les comptes jusqu'à 64 sont des comptes qui sont vraiment utilisés pour refléter l'activité de l'association. Et donc, alors le pendant donc des comptes de bilan, c'était donc par rapport au fonds dédié, donc les comptes que l'on utilise pour constater la part de subvention qui n'a pas été utilisée, donc ça sera un compte 68 quelque chose, et l'année de reprise de ces codes-parts de subvention qui n'avaient pas été utilisés précédemment seront enregistrés dans un compte 78, enfin 789. Voilà. Le 756, lui, alors il existait, hein, mais pas nécessairement utilisé pour l'enregistrement des cotisations. Il y avait, je vais dire, un flou, enfin une époque, bon, ça pouvait être enregistré dans un compte, on va dire 70, mais là, ça a été acté. Dans ce compte-là, on enregistre les cotisations versées par les adhérents. Et les comptes, alors les comptes de classe 8, alors là je vais être un peu, enfin je vais insister un petit peu là-dessus, c'est tout ce qui concerne les contributions volontaires en nature, c'est-à-dire la valorisation du bénévolat, les dons dont l'association peut bénéficier à travers des partenaires tels que, on va dire, Carrefour, enfin des grandes enseignes qui pourraient, le jour d'une manifestation, vous offrir une palette d'eau si vous organisez un raid ou des choses comme ça. Et également d'inscrire dans ces comptes de classe 8 le montant, par exemple, de la mise à disposition du gymnase ou des locaux que la municipalité vous octroie. Alors, la contribution, l'engagement bénévole, c'est quelque chose, alors, je vous encourage vivement à faire. Si vous êtes tenu de présenter vos comptes selon la norme comptable, eh bien, dans ce que l'on appelle l'annexe, c'est-à-dire c'est un document complémentaire au bilan et au compte de résultat, les associations ont l'obligation désormais d'inscrire dans l'annexe le montant de la valorisation du bénévolat. C'est-à-dire que vous allez devoir constater et valoriser le temps des bénévoles dans la vie de l'association. Alors, il ne faut pas mettre en place une usine à gaz. Pour des associations sportives, l'évaluation, elle peut être assez, assez simple déjà au niveau de l'activité. Vous prenez le nombre d'entraînements que vous avez par semaine ou sur une saison, multiplié par le nombre d'encadrants, multiplié par le nombre d'heures. Ça va vous donner un volume horaire que vous valorisez au SMIC chargé 15 €, et vous allez avoir une somme qui va vous donner
le montant de la valorisation du bénévolat au sein de votre association. Et quand on le fait, même comme ça, je veux dire très rapidement, on arrive à des sommes assez importantes. Et ça fait toucher du doigt quand même le fait que demain, vos bénévoles, on en est tous conscients, mais tout le temps qu'on ne l'a pas évalué, ça reste flou. Mais demain, vos bénévoles font grève, il va falloir trouver des animateurs. Alors, payés au SMIC, certes, mais il va falloir trouver des animateurs pour assurer le même niveau de prestation. Donc, ça, vis-à-vis des collectivités, des financeurs publics, c'est un indicateur qui va permettre de montrer l'implication des adhérents dans la vie de l'association. Et c'est pas du flicage, mais c'est vraiment un élément qui rentre fort maintenant dans alors je ne vais pas dire la négociation, mais dans la discussion avec les collectivités. Ça vous permet, et ça nous permet de montrer réellement le travail qui est fait sur les territoires par les associations. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Valoriser donc les dons que vous pouvez avoir et la mise à disposition des locaux par les collectivités, alors des locaux ou des agents aussi, parce que vous pouvez avoir des municipalités qui mettent à disposition des agents. Si je prends le cas de l'entretien des terrains de foot, par exemple, ça, c'est quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si ça se fait de façon régulière, mais un club de foot, en plus, ce sont des éléments qui sont, je veux dire, faciles à fournir par la collectivité. Elle a les grilles indiciaires de ses agents, elle sait ce que leur coûtent les agents, le temps qui est passé. Alors après, on n'est pas non plus à regarder au microscope, mais ça peut être évalué à la demi-journée ou enfin bref, voilà l'évaluation. Mais ces informations-là sont facilement communicables par les collectivités. La première année, ça va peut-être les embêter un petit peu s'ils n'ont pas trop l'habitude, mais je vais dire une fois que le rythme est pris, c'est assez facile. C'est pas pour ça que la collectivité vous donnera moins, mais ça permettra à la collectivité de chiffrer et d'avoir réellement le niveau d'engagement qu'elle a vis-à-vis de l'activité associative au sein de sa commune, au sein de son territoire. Voilà, c'est quelque chose il faut prendre l'habitude de le demander. Alors, dans les associations sportives, moi, les quelques que je peux suivre, ce n'est pas fait. Par contre, le secteur de la petite enfance, tout ce qui est crèche, les locaux qui sont mis à disposition sont valorisés, l'information est communiquée par les collectivités et ça figure dans les comptes. En plus, ces éléments-là sont pris en compte dans les financements CAF, par exemple. Donc, ça a un autre intérêt aussi. Mais voilà, ça se fait pour certains secteurs associatifs. Donc, le secteur sportif, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ces informations. Mais je vous encourage, moi, vivement à le faire si vous ne le faites pas aujourd'hui. Et je vous dis, sans nécessairement mettre une usine à gaz en route. Alors, je parlais des animateurs, mais c'est le cas aussi de valoriser le temps des administrateurs dans la vie de l'association. Aussi, vous pouvez avoir un taux unique pour la valorisation à 15 €, ou alors, si vous estimez que la fonction de président, elle doit être rémunérée au niveau d'un cadre dirigeant, vous prenez la convention collective du sport, par exemple, si vous êtes une association sportive, vous allez chercher la rémunération d'un cadre dirigeant dans une structure sportive, vous prenez ce niveau de rémunération, vous allez avoir le taux horaire et vous appliquez ce taux horaire, par chargé, multiplié par 1,40, et vous le multipliez par le nombre d'heures que le président a consacré à l'association, et vous allez avoir aussi le coût que cela représente.
pour des administrateurs, c'est un petit peu, j'allais dire, c'est un peu moins parlant parce que faire tourner une boutique avec que des professionnels, c'est pas, une association, c'est pas possible parce que le statut associatif veut qu'il y ait des administrateurs bénévoles. Mais là aussi, ça permet de mesurer l'implication des administrateurs bénévoles dans la vie de l'association. Alors, ce discours-là, il tient dans l'association sportive. Dans d'autres types d'associations, ça peut être moindre. L'implication des bénévoles peut être moindre parce que la nature même de l'association veut que ça fonctionne avec des professionnels parce que la réglementation fait qu'il faut que ce soit des professionnels. Mais si l'association est tenue de présenter ses comptes selon la norme, eh bien, il faudra expliquer pourquoi la valorisation du bénévolat n'est pas indiquée et ne figure pas dans les comptes. Alors, dernière petite chose quand même, c'est que cette information-là, cette valorisation, alors elle figure en pied de compte de résultat, c'est-à-dire que vous avez fait votre total des charges, votre total des produits, vous allez avoir un total dépenses, total recettes, éventuellement une ligne résultat, et en dessous, vous avez contribution volontaire en nature. Et là, le montant que vous allez constater en dépenses, en temps consacré par vos bénévoles, par exemple, donc vous allez le mettre, vous avez constaté 20 000 € d'engagement bénévole, eh bien vous allez mettre 20 000 € en dépenses et 20 000 € en recettes. Ça n'a pas d'impact sur le résultat. Il faut avoir ça à l'esprit, hein, au même titre que dans un budget prévisionnel, vous pouvez faire figurer ces contributions volontaires en nature, mais ça ne permet pas d'équilibrer le budget puisque l'on met la même chose en dépenses et en recettes. C'est très important. Voilà pour, j'allais dire, cette première partie. Là, on va rentrer un petit peu, un peu plus, même si j'étais technique, mais un peu plus dans une partie technique compta avec des choses spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Oui, sur le chat, il y a une question de Patrice qui demande la différence entre les codes 756 et 706. Alors, 706, attendez, je vais pas dire de bêtises, je vais prendre mon plan comptable parce que malheureusement, je ne le connais pas par cœur et je me refuse à l'apprendre par cœur. Donc, alors, les 706, tout ce qui va être 70, hein, donc les comptes 706, on est sur des ventes, sur de la prestation de service. Vous êtes une association qui fait des animations au fil du temps. Vous allez pouvoir faire des factures au fur et à mesure des animations que vous allez faire. Si vous utilisez le plan comptable pour les enregistrer, vous allez les enregistrer dans un compte 70. Alors 706, c'est de la prestation de service. 707, on va être sur de la vente de marchandises. Et 708, c'est des produits, des activités annexes, ce qu'on appelle. Donc, il y a possibilité de dissocier. Si vous faites de l'animation dans les écoles, par exemple, vous allez enregistrer ça en 706. Vous avez un véhicule et vous louez ce véhicule à un tiers. Le produit de cette location, vous allez l'enregistrer en 708. C'est un produit des activités annexes. Voilà, c'est la différenciation. Les comptes, alors 701, on est sur la vente de produits finis. Bon, là, après, voilà. Mais les comptes 70, c'est tout ce qui va être les ventes. Les comptes 75, on est plutôt sur ce qu'on appelle les autres comptes de produits, les autres produits de gestion courante. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des... on ne considère pas ça comme des ventes. Les abandons de frais, par exemple,
de bénévoles. Alors, je vais en profiter là. Un bénévole qui vous fait une demande de remboursement de frais de déplacement, qui ne souhaite pas être remboursé, mais qui souhaite avoir le reçu fiscal de dons. Eh bien, cet abandon de frais, vous allez l'enregistrer dans un compte 6 en dépenses en frais de déplacement, mais le produit, puisqu'il vous fait un don, vous allez l'enregistrer dans un compte 75. Voilà, on est sur une autre nature de produits. Les 70, on est vraiment sur de la vente. Les 75 vont être sur les cotisations qui sont versées par les adhérents. Ça va être dans ces comptes-là. Et donc la déclinaison, le plan comptable comment dirais-je, est construit en différents niveaux, et chaque échelon, je vais dire, bon, on a le 75 qui est le compte général par exemple, on va avoir le 756 qui est le compte cotisation, et dans le 756, on va encore décliner en 756-100 qui va être la cotisation sans contrepartie, par exemple, et la 756-200 qui est la cotisation avec contrepartie. Alors là, ça pourrait sous-entendre que la cotisation sans contrepartie, c'est la cotisation que vous avez versée, mais vous n'aurez peut-être pas le droit de vote à l'Assemblée générale. Alors que la cotisation avec contrepartie, c'est que vous avez le droit de vote à l'Assemblée générale. Voilà, bon, ça se décline comme ça en différents sous-comptes, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. C'est clair, donc ça me prouve que ça fait quelques années que l'on se trompe de numéro comptable. Non, non, mais c'est pas grave. Ce que j'ai dit au début, hein, il faut pas faire la révolution. C'est pas ça, vous enregistrez de toute façon vos recettes dans un compte 7. Ça, oui. Si je voulais, pour faire en très raccourci, moi, si la comptabilité pouvait se tenir en 1,6 pour les dépenses et 1,7 pour les recettes, ce serait le top. Et si vous faites ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est pas grave si vos cotisations, vous les avez enregistrées dans un 706. C'est pas gênant. D'accord. C'est pas gênant. Hein. Voilà. C'est aussi l'occasion de profiter à s'améliorer sur ces codes, donc qui restent compliqués dans tous les cas. Je confirme. Mais après, la construction du plan comptable, alors pourquoi les ventes vont être en 70 ? C'est les achats. Alors, dans le compte de dépenses, on a un compte 60, on a les achats. Et eh bien, les outils et les ratios qui peuvent se calculer automatiquement avec des applications comptables, eh bien, vont faire la différence au niveau des comptes 70, vont aller prendre alors tout ou partie des comptes 70 et tout ou partie des comptes 60 pour calculer certains ratios. C'est pour ça que bon, je veux dire, le plan comptable, il est important, mais si derrière, il n'y a pas nécessairement besoin d'explications et d'utiliser de façon approfondie, je vais dire, la comptabilité, je veux dire, faut pas, j'allais dire, s'embêter. Faut rester le plus simple possible dans l'utilisation de l'outil. Après, si effectivement vous avez des activités plus marchandes, eh bien, qui peuvent à un moment faire que l'association risque de se trouver fiscalisée parce que vos activités rentrent dans le champ de la concurrence, par exemple. Eh bien, si vous êtes soumis aux impôts commerciaux, eh bien, il va falloir bien enregistrer et bien cibler la nature de vos ventes pour les enregistrer dans le bon compte, pour ne pas nécessairement soumettre à l'impôt des cotisations, par exemple, qui seraient enregistrées dans un 706, alors que cette nature de recette
n'est pas fiscalisable. Vous voyez, c'est voilà, c'est bon. Il est pas, c'est vrai que le plan comptable n'est pas construit n'importe comment, mais bon, sans rapprocher. Mais je vous dis, avec ce que l'on va vous envoyer, les exemples vont être un petit peu plus, je vais dire un petit peu plus parlants que le simple libellé qu'il peut y avoir dans les plans comptables que l'on peut lire au quotidien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou interrogations? Pas d'autres questions dans le chat. Non. Eh bien, je vais continuer. Alors, donc, quand on enregistre la comptabilité avec une application spécifique, toutes les écritures ne vont pas se ranger. Enfin, on pourrait enregistrer tout dans un même cahier, je vais dire, hein, dans un même journal. Ça s'appelle un journal. Mais bon, l'outil spécifique va permettre d'enregistrer dans des journaux, on va dire spécifiques, enfin que l'on crée de toute façon. Hein. Donc le journal d'à nouveau, eh bien, tout à l'heure dans les principes comptables, je disais que le bilan, l'intangibilité du bilan d'ouverture, eh bien, tout ce qui va être compte de bilan de l'exercice précédent va se trouver enregistré au moment de l'ouverture de l'exercice suivant dans le compte à nouveau. Voilà, donc toutes les écritures qui concernent l'exercice précédent se trouvent au premier jour de l'ouverture de l'exercice dans ce compte-là. Un journal d'achat pour enregistrer les achats, un journal de vente pour enregistrer les ventes, le journal de banque, alors qui peut se décliner aussi pour le livret que vous allez avoir, hein. Le ou les livrets, hein, là il n'y a pas de, c'est pas limité, hein, on peut en avoir plusieurs. La caisse, alors un journal de caisse, mais il est important d'avoir un journal de caisse physique également, hein, alors où c'est un carnet journalier, parce que vous avez des mouvements d'espèces et réguliers, et à ce moment-là, vous avez ce carnet journalier et vous enregistrez vos mouvements d'espèces. Sinon, ça peut être une feuille Excel, hein, toute simple, et vous suivez. Alors, de temps en temps, ce qu'il est bien de faire avec la caisse, c'est de comparer le solde de caisse en comptabilité et le solde de caisse physique pour être sûr que l'on soit raccord. Tous les mouvements ont bien été enregistrés. Bon, c'est un petit contrôle, ça, qui est à faire au moins une fois par an au moment de la clôture. Mais si vous avez des mouvements d'espèces, on va dire, importants et réguliers, c'est bien de le faire, je veux dire, tous les mois. Ça permet de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va de temps en temps prendre dans la caisse parce que voilà, il a besoin de s'acheter un paquet de cigarettes et puis on prend 10 € et puis voilà. Alors un journal auxiliaire salaire, alors qu'on va appeler, bon là c'est un salaire, mais c'est ce que l'on appelle les journaux d'OD, d'opérations diverses. Tout ce qui ne va pas, je vais dire, rentrer dans dans ce qui va être achat, vente, banque ou la caisse, ça va être des journaux d'opérations diverses. Alors pourquoi cette construction? Tout simplement pour, en cas de recherche, ça évite d'avoir à repasser tout en revue si on a besoin on recherche une facture d'achat. Alors avec un outil spécifique, je veux dire, on peut rechercher par montant. Enfin, il y a des modalités de recherche qui permettent d'aller plus vite, hein. Mais voilà, donc globalement, ça se construit comme ça autour de journaux auxiliaires. Ça n'a rien de, en termes de présentation. Voilà, bon, voilà, c'est quelque chose qui est fait à partir de Ciel, hein. Mais on reste sur une construction très classique, quel que soit, je vais dire, l'éditeur. Alors, par contre, la norme comptable veut que la colonne de gauche, c'est-à-dire en partant de alors la colonne de gauche, si je prends les deux colonnes les plus à droite avec les chiffres,
la colonne, donc sur les 2 dernières colonnes, la colonne de gauche, c'est-à-dire là où il y a le plus de chiffres là sur celle-là, c'est toujours les débits, et la colonne de droite, le crédit. Le compte de résultat, il est construit également de la même façon. À gauche, on a les dépenses, à droite, les recettes. La norme comptable est construite comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais si vous, dans la présentation de vos comptes, vous faites les produits à gauche et les dépenses à droite, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant parce que bon, dans la lecture, au départ, voilà, dans la lecture, ça va pas être évident. Mais la norme comptable, elle est établie comme ça. Le débit, donc les dépenses sont à gauche et les recettes sont à droite. Alors voilà, bon ben, un journal, bon là le journal d'un nouveau, donc au premier jour de l'exercice suivant, et donc un journal quand on est toujours sur un document qui est équilibré en débit et en crédit, hein, donc au pied du document. Et quel que soit le type de journal, hein, on va avoir la même construction. Alors, première colonne de gauche, la nature du journal, la date. Alors là, on est bon, donc sur un journal d'achat avec des comptes, on est sur une comptabilité d'engagement, donc avec des comptes de tiers pour des comptes fournisseurs et avec de la TVA parce que l'exemple était comme ça, mais s'il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de TVA, hein, c'est pas gênant. Et donc comme on est sur des achats, donc la colonne chiffre, donc à gauche, les débits sont mes dépenses. Et la colonne de droite, donc si je prends la première ligne, location du soleil, donc 3 500 €, c'est le montant de ma facture que j'aurai à payer à un moment. La même chose pour ma facture EDF. Voilà. Voilà pour le journal d'achat. Et là, on est donc en comptabilité d'engagement puisque j'ai enregistré à partir d'un compte fournisseur. Mon compte fournisseur et mon compte de charge correspondant. Le journal de vente. Alors vous allez voir là, l'enregistrement est à l'envers, mais donc là aussi toujours pareil. Hein, donc un compte, donc mon journal de vente à gauche, ma date. Ensuite mes numéros de compte. Donc 411 pour. Alors tout à l'heure vous avez vu c'était 401. Code du plan comptable qui est comme ça, hein, c'est les comptes fournisseurs. 411, on est sur des comptes de vente. Vous pourriez très bien enregistrer, alors, à condition d'en avoir l'utilité, hein, bien sûr, hein, mais gérer vos adhérents par le biais de compte client. Donc, Dupont, ma facture Dupont, j'ai vendu des marchandises. Ma facture globale, donc je vais recevoir 1 848,96 €. Et donc là, mon compte vente de marchandises, donc 707. Alors bon, là, il y a de la TVA, mais au global, 1 848,96 €. J'ai pas de TVA, c'est le montant de ma vente qui sera dans mon compte en produit. Est-ce que vous avez des questions? Donc en dessous, un journal d'opérations diverses. Donc non, pas de questions? J'ai juste une question par mail de Marie-Claude. Alors, je ne sais pas si on en a parlé en début, mais du fait du Covid, ils vont devoir rembourser leurs adhérents des séances non exécutées. Ouais. Et donc, quelques adhérents font don de la somme due. Oui. Est-ce que ces écritures, elles vont dans un compte à part ou dans un Alors, compte? Ça eh peut être bien, intéressant, je pense. On peut nous poser la question souvent. Donc, oui. Alors, les dons qui vont être faits, ils vont être enregistrés en 754. Alors, les remboursements. Alors,
Bon, moi, c'est comme ça que je pratique et que je vais pratiquer avec les structures dans lesquelles je vais avoir des remboursements à faire comme ça. Les remboursements de cotisations qui vont être faits auprès des adhérents pour les activités qui ne vont pas être faites, je vais les enregistrer en moins des produits. C'est-à-dire que en comptabilité, mon produit, je l'ai enregistré au crédit du 7. J'ai utilisé mon compte 7 au crédit. Le remboursement, je vais toujours utiliser le compte 7, mais je vais le mettre au débit. Je ne sais pas si je suis clair. Et tous ceux qui vont faire don comment dirais-je, des remboursements, je vais les mettre au débit de mon activité ou de ma cotisation. Après, tout dépend comment c'est enregistré dans la structure. Donc au débit, pour diminuer le montant des produits de l'activité, pour les enregistrer au crédit du compte 754 qui là est un don. Et là, dans la mesure où c'est un... Oui? Non, mais c'est... Et je voulais finir juste, dans la mesure où c'est un don, association sportive, donc le caractère d'intérêt général, il est avéré. La structure ne fonctionne pas en cercle restreint, elle est ouverte à tout le monde, il n'y a pas la gestion est désintéressée. Donc là, vous pouvez être en mesure de délivrer le reçu fiscal qui fait que la personne qui a fait don d'une partie des cotisations versées pourra bénéficier du don en crédit d'impôt. On n'a qu'une vingtaine de personnes qui acceptent de ne pas être remboursées sur 400. D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, toutes les recettes sont enregistrées directement en 706, puisqu'on n'utilise, nous, que le compte, on fait toutes les écritures par la trésorerie. D'accord. Eh bien, à ce moment-là, donc, je vous dis, les remboursements, vous les enregistrerez dans le compte 706, mais au débit, pour diminuer ce compte. Alors, des remboursements ou des dons, et les dons, vous les enregistrerez dans le compte 754. Merci. Je vous conseille de l'enregistrer dans les comptes 754. Alors, si jamais on avait un jour, alors je l'ai jamais vu, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, mais un contrôle fiscal, voilà, un contrôle fiscal dans l'association, que ce soit en termes de dons par les bénévoles, de leurs frais de déplacement ou un don comme ça, c'est mieux si c'est enregistré dans les bons comptes du plan comptable. Au moins, le contrôleur fiscal n'aura pas à aller rechercher dans d'autres comptes ou remettre en cause la nature même du don parce que ça n'a pas été enregistré dans le bon compte. On l'utilise déjà, le 754, pour justement les indemnités de déplacement. Voilà. D'accord, c'est parfait. Alors. Merci. De rien. Est-ce qu'il y avait une autre question ou interrogation? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Là, ça a dû défiler parce que je suis arrivé sur des... voilà, c'était mes opérations diverses. Donc, alors voilà, le journal d'OD, là, il est utilisé pour une écriture de TVA, mais l'enregistrement des remboursements, par exemple, de cotisations à des adhérents, on va enregistrer ça dans un journal d'OD. Alors, on peut créer un journal spécifique pour une question de lecture, pour une question pratique dans le fonctionnement au quotidien. Mais voilà. Bon, après, utiliser les journaux d'OD, alors après, ça va être la gymnastique débit-crédit. Mais bon, dans la mesure où un 6, si on a un petit moyen, mnémotechnique, à partir du moment où vous enregistrez un mouvement avec un compte 6, systématiquement, la somme sera inscrite au débit.
et un 7 au crédit. Alors, comme toujours, dans les réglementations françaises, il y a toujours un mais je ne dirais pas, c'est vraiment très spécifique. Hein. Mais je veux dire, dans 99% des écritures que vous aurez, des enregistrements que vous aurez à faire, une dépense, c'est toujours, dans un compte 6, c'est toujours dans la colonne de gauche au débit, et une recette, toujours dans la colonne de droite au crédit. Sauf ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, le remboursement. Voilà, ça fait partie des petites exceptions. Bon, ça, c'était des écritures. Ouais, non, moi, je vais... là, on était sur... ouais, parce que là, il y a une réclamation. Donc, bon, c'était des modèles d'écriture. Je vais passer là. C'est une remise, donc ça sert à rien, c'est pas la peine. À moins que vous ayez des questions sur comment on enregistre. Voilà, bah là, on va être dans des écritures de trésorerie. Donc là, on va avoir le compte 512 banques. Et eh bien, je disais, donc là, ma dépense, mon entretien et réparation là, par la facture Moreau pour 6 236,76 €, donc au débit. L'écriture du milieu, c'est une facture d'avoir. Je disais, hein, les exceptions qui peuvent exister. Alors vous pouvez être confronté. Donc là, c'est le cas avec des remboursements de cotisation. Alors lié à une situation, je veux dire, lié à une situation particulière, enfin un remboursement de cotisation. Je veux dire, moi, je préfère l'enregistrer au débit du compte de produit, au moins, plutôt que d'avoir une charge. En termes de lecture, on n'est pas du tout sur la même interprétation, je veux dire. Là, une facture d'avoir, de toute façon, on va l'enregistrer par nature. Donc l'avoir, il concerne bien l'entretien et réparation. Donc on est bien dans le compte 615. Et comme c'est un avoir, donc on va dire une remise sur des travaux, c'est bien dans ce cas-là une exception. Je vais dire, on va enregistrer au crédit du compte 6. Mais ça reste des écritures là très, je vais dire, exceptionnelles. Donc là, on est sur des factures de prestations. Voilà, facture de produit, hein, le 7 au crédit, et en dessous on a un avoir parce que la facture avait été faite par anticipation pour, je vais dire une bêtise, hein, pour 5 séances, et il y a eu 4 séances de fait, donc je fais une facture d'avoir, et donc l'avoir, il viendra bien en moins de mon compte de produit. Bon, là, c'est dans le cadre d'une remise. Donc, en comptabilité de trésorerie, alors tout à l'heure, vous voyez, on avait un compte 411, un compte de tiers. Hein. Donc, en comptabilité de trésorerie, le compte de tiers, il est remplacé par le compte 512, qui est le compte banque. Bon, ça, c'était des exemples d'enregistrement d'acompte. Est-ce que vous ayez des questions? L'enregistrement des salaires, si vous avez des salariés. Alors, je veux dire, là, il y a plusieurs méthodes possibles.
fait, l'écriture, l'écriture, on va dire, courante, c'est cette première écriture. En fait, on va avoir au compte 64 le salaire brut dans la colonne débit. Ensuite, donc avec les comptes de classe 4, les comptes de tiers cotisation qui correspondent au total des cotisations qu'il va y avoir à régler. Cotisations URSSAF, les cotisations retraite et prévoyance, et le 421, c'est le salaire net à payer. Et en dessous, dans les trois lignes avec les comptes 64, ce sont les charges patronales, puisque les charges salariales, elles viennent en moins du brut pour arriver au net. Et les cotisations patronales, ce sont elles qui figurent dans les comptes 64 quand on établit le compte de résultat. Alors parfois, ce que l'on a comme type d'écriture, c'est qu'on va avoir le salaire net à payer et on va avoir l'enregistrement des bordereaux de cotisation qui ont été payés. Ça peut se faire. Le seul souci, c'est que on ne va pas avoir le montant de la masse salariale brute par cette méthode. On ne laisse personne parce que le montant des cotisations qui sont versées, c'est les cotisations salariales plus les cotisations patronales. Mais en termes de présentation dans les comptes, on ne va pas avoir la même lecture. Voilà, bon, moi je préfère, c'est ce type d'écriture qui est souvent pratiqué. Maintenant, je vous dis, hein, si dans l'enregistrement que vous faites, c'est le salaire net et les cotisations qui sont payées tous les mois ou tous les trimestres, ça va être correct aussi, hein, puisque de toute façon, au final, les montants globaux correspondront à la masse salariale globale. Mais on n'aura pas le niveau de rémunération brute, le salaire brut ne sera pas indiqué. Donc, la première écriture, c'est ce qu'on appelle la constatation des salaires, et la deuxième écriture, c'est l'enregistrement du règlement du salaire net à payer, puisque le compte 420, quand on fait les contrôles au fil de l'exercice, doit se trouver soldé à un moment, à un moment de l'année. Normalement, il ne peut pas se trouver soldé puisque, sauf si vous réglez vos salariés, avant le 31, mais si vous les réglez le 2 ou le 3, quand vous allez clôturer, il vous restera dans vos comptes à la clôture les charges du mois ou du trimestre qui correspond à votre date de clôture et éventuellement le salaire du mois à payer. Bon, des écritures de remise de chèque. Alors là aussi, hein, il y a deux méthodes. Là, on a deux écritures qui sont faites pour l'enregistrement de chèque. Une première écriture qui va être l'écriture du bordereau de remise, avec mon montant de chèque d'adhérents ou de cotisation qui vont être encaissés, et mon montant de ma remise. Et ensuite, mon écriture de remise de chèque lorsqu'elle va apparaître sur mon relevé de banque. Ce schéma-là, ça va permettre de contrôler que toutes les remises de chèques que j'ai présentées à la banque ont bien été créditées sur mon compte. Ça peut arriver qu'une remise de chèque soit oubliée dans le circuit de la banque ou qu'il y ait eu une erreur. Alors, ou au moment de la saisie des chèques par la banque, il y a eu une erreur et puis c'est passé à travers.
ou alors une remise qui va se trouver oubliée. Je l'ai vu ça alors pas dans le secteur marchand, mais ça permet de voir un moment, dire votre compte remise de chèque il n'est pas soldé, mais on va se poser la question. Alors après, ça va être le rôle du contrôle en fait. Hein, on a des soldes de compte pour lesquels on n'est pas à zéro. On va les regarder, on va essayer de justifier le pourquoi du solde du compte. Je pars du principe que la banque n'est pas exempte d'erreurs, donc bon, voilà, je préfère assurer. Maintenant, vous pouvez enregistrer directement la remise telle qu'elle va apparaître sur le relevé de banque. Hein. Mais il y a un niveau de contrôle qui va être supprimé, qui peut être préjudiciable si jamais la banque a mal enregistré un chèque qui a été remis. Voilà. Et dans ce cas-là, avec une seule écriture de remise, on ne va pas nécessairement le voir. Sauf si à côté, dans le cadre des remises de cotisation, par exemple, vous recroisez les chiffres. Hein, mais voilà, il y a toujours nécessité. Alors après, c'est la comptabilité hein, dans le cadre des contrôles et de l'utilisation de l'outil hein, et du niveau de technicité qui peut être demandé, d'utilisation du système, qui va nécessiter plus ou moins d'outils complémentaires pour pouvoir contrôler. Donc ensuite, tous nos enregistrements, ils vont être globalisés dans ce qu'on appelle un grand livre. C'est-à-dire que ça va reprendre compte par compte l'ensemble des mouvements qui ont été enregistrés. Et là, on va avoir, donc ça va suivre le plan comptable, il va commencer à 1, il va finir à 7, à partir du moment où on a utilisé le plan comptable. Donc là, c'est des extraits de compte. Hein. Bon, là, tout à l'heure, on n'était pas à 0, il y a eu qu'est-ce qu'on avait tac. Oui, il y a eu des achats, il y a eu des remboursements. Bon, c'est des petites choses. Les 4602, au moment de la clôture, il va falloir se poser la question de savoir est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, qu'est-ce que j'ai ou voilà. Donc alors ça peut être ok, hein, et puis dans ce cas-là, on laisse comme ça dans les comptes et puis ça va se solder, ça va se dénouer plus tard. Ou alors il y a une erreur dans l'enregistrement, puis on ajuste et on modifie le solde du compte. Donc là, le 421, donc ça c'était le compte des salaires nets à payer. Donc là, les salaires sont versés au 31, donc il est à 0 à la fin du mois. Et donc le grand livre va reprendre également donc, pour tout ce qui va être dépenses. Et donc là aussi, ça permet d'avoir déjà un premier contrôle visuel de l'enregistrement. Si jamais on a, donc là on est dans des comptes de charge, s'il y a des sommes qui sont enregistrées à droite, ça va interpeller tout de suite et on va se dire tiens, alors est-ce que mon écriture est enregistrée à l'envers ou est-ce que c'est normal que ce montant-là il soit inscrit au crédit pour un compte de charge? Alors maintenant, il y a des outils qui, au moment de l'enregistrement, vous posent la question et vont vous dire vous utilisez un compte créditeur, la colonne crédit, alors que ce compte-là est normé pour être au débit. Voilà, bon, ce sont des petits outils complémentaires qui permettent que les applications spécifiques comptables peuvent être sont vulgarisées. Le dernier document, je vais dire, que l'on utilise, hein, c'est la balance. Donc là, le grand livre, on avait le détail de chaque opération par nature de compte. Et là, dans la balance, on va voir le cumul par nature de compte de l'ensemble des opérations. Le total balance et le total grand livre, je vais dire, ils doivent être identiques, hein, mais ça permet là d'avoir de visu de façon condensée les soldes de compte à une date donnée. Donc là, on avait pour les comptes de bilan, et là, ici, on a pour les comptes de résultats. Voilà.
Donc là, voilà, avec un exemple, là, donc la formation continue avec un montant créditeur qui n'est pas logique. Donc là, il va falloir aller regarder dans ce compte-là si c'est normal ou si c'est pas une erreur d'enregistrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Oui. Il y a une question de Frédéric qui demande dans quel compte on peut enregistrer le fonds de solidarité pour les assos touchés par les conséquences du Covid. Alors, moi, je vais mettre ça en produit exceptionnel, en compte 77, un compte 77, parce que ça reste, c'est exceptionnel compte tenu de la situation. En 760, alors 771 800, autre produit exceptionnel sur opération de gestion. J'ai pas inventé, j'ai pris le plan comptable. Hein. je vous dis, je ne les connais pas par cœur. Et voilà, ce serait dans ce compte-là. Maintenant, il peut y avoir une interprétation différente si un expert comptable intervient sur vos dossiers. Mais ces fonds-là sont liés à une situation exceptionnelle. C'est pas appelé à être renouvelé de toute façon dans les années à venir. Et dans la réalisation du résultat, le résultat global, il se décompose en 3 sous-résultats. Je veux dire, on a un résultat d'exploitation, un résultat financier et un résultat exceptionnel. Si, compte tenu du Covid, et c'est... alors, ça peut être bizarre, mais pas nécessairement, parce que compte tenu des aides qui ont été mises en place, eh bien, alors, dans le monde associatif, hein, pour l'instant, je n'ai établi que des bilans bénéficiaires en ce moment. Donc après, c'est pas représentatif hein, ce que je fais, mais pour l'instant, l'impact Covid, il est, je vais pas dire nul, mais il est neutralisé maintenant par rapport au résultat global. Quand je vais analyser un peu plus moi les comptes, on va s'apercevoir de toute façon que le résultat d'exploitation, il a été négatif et le résultat, c'est le résultat exceptionnel qui fait que le résultat de cette année, il va être excédentaire. Pour ça, je vous dis, un résultat, quel qu'il soit, il s'explique. Et si vous dégagez 50 000 euros, c'est pas uniquement parce que vous avez touché une subvention peut-être plus importante que les années précédentes. Peut-être que la subvention plus importante, elle a été consommée et ce sont des événements exceptionnels qui ont fait que vous avez dégagé 50 000 euros de résultats. Donc, voilà, donc moi, tout ce qui va être fonds reçus liés au Covid, ce sera en produit exceptionnel pour voilà, pour avoir cette décomposition logique du résultat compte tenu de l'activité qui a été fortement impactée et ça peut pas être assimilé. Ces produits-là ne peuvent être, on n'est pas un enregistrement par nature, ça peut pas être enregistré, enfin moi je le conçois pas en tout cas, dans des produits d'exploitation courante. Voilà. Et du coup, par rapport au chômage partiel, c'est la même chose ou les indemnisations au titre du chômage partiel? Alors, non, c'est pas pareil. Alors, après, là aussi, hein, ça peut se faire. Mais alors là, je tiens la source d'experts comptables. Les indemnités d'activité partielle ont été enregistrées dans un compte 64. Le montant des indemnités qui ont été versées par l'employeur, donc constaté sur les bulletins de salaire, dans un compte 64. On a dissocié le salaire brut de l'indemnité d'activité partielle. Et donc, le 64 au débit. Et au crédit de ce compte, on a enregistré l'indemnité d'activité partielle versée par l'État. Donc, ce qui fait que il peut rester un solde débiteur, donc
qui est en fait ce qu'aura coûté l'activité partielle à l'employeur. Là aussi, en termes de lecture, ça va être plus simple que de dissocier le salaire brut et l'activité partielle dans les charges, et d'avoir un compte transfert de charges, parce que c'est vrai qu'au départ, ça a été un peu le réflexe de mettre en transfert de charges, donc dans un compte 791, les indemnités reçues au titre de l'activité partielle par l'État, mais c'est plus logique de l'avoir au débit et au crédit dans un compte 6, dans un compte 64. Toujours pareil, là c'est pour avoir une lecture directe de l'impact de l'activité partielle dans la structure. D'accord, merci. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Donc là, on était donc sur le dernier outil, hein, donc la balance. Là, cette diapo-là, je vais la passer vite, mais c'est très schématique, mais c'est la construction et de la comptabilité, je vais dire, en général, et comment se trouve alimenté dans les différents documents. Donc on part du bilan initial, hein. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé, donc en compte de résultat, on est sur débit-crédit. Le bilan, on est sur de l'actif et du passif, mais l'idée est toujours le même, hein. L'actif, c'est ce que l'association possède, et le passif, pour faire très schématique, c'est ce que l'association doit. Alors vous allez me dire, oui, mais le report à nouveau, enfin les fonds associatifs, tout ça, demain, l'association disparaît. Tout ce qu'il y a dans la colonne de droite, eh bien, est à régler. Et tout ce qu'il y a dans la colonne de gauche sera cédé, sera vendu. À gauche, dans l'actif, on a tout ce qui va être immobilisation et éventuellement la trésorerie. Et à droite, les factures fournisseurs, s'il y en a qui ne sont pas réglées, ou les factures, tout ce qui est lié au social, tout ce qui n'est pas réglé au 31 décembre, doit être soldé et doit être, on va dire, les sommes doivent être versées. Donc là, c'est le lien qui existe, hein, donc à partir le bilan initial, les journaux auxiliaires, le grand livre, donc on a les informations qui se trouvent globalisées. Du grand livre, ça va dans la balance, et de la balance, eh bien, on va, je vais dire, établir le bilan final et le compte de résultat. Alors, les contrôles, mensuels, c'est parce que, je veux dire, au quotidien, c'est le cas, ou c'est ce qui devrait être, je veux dire, pour ne pas avoir trop de temps à passer au moment de la clôture, mais ça va être un petit peu ce que l'on est amené à faire comme type de contrôle lorsqu'on a une comptabilité. Alors, je vais dire un petit peu plus d'engagement, parce qu'on va avoir les comptes usagers et fournisseurs à rapprocher, à lettrer. Le rapprochement bancaire, bien c'est évident. C'est évident. On le fait chacun à titre personnel. Donc, et comme on se doit de gérer en bon père de famille les associations, l'association dans laquelle on est administrateur, au moins que l'on fasse au moins ce que l'on fait à titre personnel. Après, en plus, ça permet de suivre quand même, d'avoir une idée un petit peu de la variation de la trésorerie. Alors, là aussi, hein, au niveau des contrôles, hein, ils peuvent être aussi plus rapprochés en fonction de la situation générale de l'association, hein, alors là, en plus, avec le Covid, ça a pu créer des tensions en termes de trésorerie. Bon, ça peut amener aussi à gérer plus au quotidien le fonctionnement de l'association. Donc, ça reste là quelque chose quand même de très, on va dire, de très informatif. Donc, le lettrage des comptes. Alors, le traitement du compte d'attente, là, c'est quand on fait de la comptabilité, je vais dire, on va dire au kilomètre.
Vous pouvez, alors, je ne sais pas comment on est organisé, hein, mais il y a un compte d'attente. Dans le plan comptable, il y a un compte qui s'appelle, bon, c'est numéroté 471, c'est le compte d'attente. C'est quelque chose, quand on enregistre, on ne sait pas dans quel compte on va l'enregistrer, ou on est devant quelque chose, ou une écriture de banque, par exemple, un chèque que l'on voit quand on fait notre rapprochement bancaire, on ne l'a pas enregistré. On ne l'a pas eu, on n'a pas eu l'information. Bon, eh bien, on va pas s'arrêter dans notre rapprochement bancaire, donc on va enregistrer ce chèque, et on va l'enregistrer dans un compte d'attente. Ce compte d'attente-là, il doit être à zéro, il ne doit plus rien y avoir au moins à la date de clôture. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvements pour lesquels il y a des interrogations ou pour lesquels il n'y a pas de justificatif. Ou voilà, c'est un compte qui doit être à zéro au moment de la clôture. C'est impératif. C'est vraiment quand on prend la balance, c'est un réflexe. C'est le premier compte que l'on va aller regarder. S'il y a quelque chose dans la balance à ce compte-là, on arrête tout et on commence par solder ce compte-là. Alors, quand on parle de lettrage des comptes, c'est-à-dire qu'on va rapprocher les règlements des factures. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Concordance entre le solde comptable de la caisse et le solde réel, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, de rapprocher régulièrement le solde physique du solde comptable. Et bon, s'il y a possibilité, une lecture rapide de la balance, bah, ça permet de voir déjà si les soldes de compte qu'il peut y avoir sont, on va dire, du bon côté. Ça permet d'avoir déjà un premier niveau on va dire, d'information. Donc là, un exemple d'état de rapprochement bancaire. Hein. Là, donc au 31 août, il restait deux chèques qui n'avaient pas été débités. Voilà, donc j'ai mon solde bancaire, donc le solde sur mon relevé qui figure pour 987,88 €. J'ai deux chèques qui n'ont pas été débités, et ce qui fait que j'ai un solde créditeur donc de 435,63 €, donc donc je suis à découvert sur mon état de rapprochement bancaire. Donc entre deux, bon, bah, j'ai fait des remises et le découvert n'a pas été fait. Mais voilà, bon, mon solde comptable, ça permet d'avoir ce niveau d'information. Voilà, bon bah tiens, ça me fait penser, il va falloir que je fasse un virement du livret, par exemple, sur le compte bancaire, parce que sinon, le chèque de salaire, il va être impayé, il va être retourné, et puis manque de provision. Voilà, donc c'est de l'information aussi. Hein. La comptabilité, alors même si c'est rébarbatif, c'est pas très glamour, c'est un peu tristouné, ça reste un système d'information et que l'on doit utiliser vraiment pour communiquer avec, et pas juste, on va dire, une fois par an pour rendre les comptes. Il faut vraiment l'utiliser, pas au quotidien hein, quand même, hein, c'est pas ça, mais ça sert aussi à animer de toute façon les réunions de conseil d'administration que vous pouvez avoir, faire un petit point de gestion au fil du temps, comparatif entre le prévisionnel et le réalisé. Ça permet de voir un petit peu comment l'activité se fait au fil du temps, sans attendre la fin de l'exercice. Donc là, dans les types de contrôle, on va aller pointer les comptes. Donc on revient tout à l'heure avec mon compte fournisseur bureaulogique. Hein. Donc là, j'ai une facture et un avoir qui sont enregistrés. Et j'ai une facture au mois de septembre qui n'est pas payée. Donc voilà, je vais justifier mes comptes. Comme ça, mes deux factures, 83 € et 12,62 €, c'est normal. Il n'y a pas d'erreur par rapport à ça. Et puis ma facture qui reste à régler va être réglée plus tard. Et mon solde, il est cohérent. Ou j'ai des remarques et puis je fais une annotation et je fais le nécessaire pour corriger les choses.
Donc là, dans les remises de chèques, eh bien là, une remise qui n'a pas encore été, créditée sur le compte bancaire. Donc voilà, pourquoi? Alors, est-ce que la remise a été faite au 1er septembre? Enfin, elle a été enregistrée au 1er septembre. Bon, c'est peut-être normal, ou alors elle a été oubliée par la banque. Bon, dans ce cas-là, je vais appeler la banque et puis leur demander pourquoi. La caisse. Donc là aussi, c'est vraiment du. Alors je veux dire, c'est du ficage, c'est du contrôle. Bon, c'est rébarbatif, mais ça peut être nécessaire parfois, parce que là, on a deux comptes, les 129,72 et les 52,37 sont pas nécessairement dans le bon compte. Alors est-ce que ça correspond? Bon, déjà, c'est pas le solde de mon 633, mais est-ce que c'est pas une erreur dans l'enregistrement des règlements, par exemple, ou des cotisations? Et puis, mon 441, là, état subvention à recevoir. Tiens, alors je sais pas à quelle date c'était. J'attends 39 500 au moment j'ai sorti c'est peut-être à la date de clôture. J'avais une subvention à recevoir pour 39 500 euros. Puis à un moment, au fil de l'année, tiens, ce compte-là n'est toujours pas soldé. Alors, est-ce que ma subvention est arrivée et je l'ai enregistrée, je ne l'ai pas enregistrée dans le bon compte? Ou est-ce qu'elle n'a toujours pas été versée? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui bloque? Voilà, ce sont des automatismes comme ça, des questionnements qui doivent, on va dire, venir au fil de la lecture et des documents et des contrôles que l'on est amené à faire. Je crois que c'était la dernière. Et moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais surtout, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu quand même. Bon, c'était un peu technique. Bon, le sujet, le sujet est comme ça, mais il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, si vous voulez prendre la parole pour vos dernières petites questions, sinon on va clôturer pour ce soir. Claude, vous levez la main. Est-ce que vous avez une question? Je réfléchissais par rapport à ce que vous nous disiez. Par exemple, j'ai touché une subvention à ANS et les actions ne sont pas réalisées. Donc, il faut que je mette ça dans le fonds dédié, un compte 19. Et l'année suivante, parce que moi, ça rentre dans mon budget. Comment l'année suivante, je peux prélever ça sur les actions que je vais réaliser? J'arrive pas trop à comprendre. Alors, cette année, l'exercice, je vais dire, 2021, non, 2020, on va dire 2020, vous avez touché une subvention de 1 000 euros par l'ANS. Vous n'avez pas pu faire l'action. Donc, sur l'exercice 2020, vous allez enregistrer dans le compte 689. Je crois que c'est celui-là. Dans un compte 689. Le montant de la part de subvention qui n'a pas été utilisée, alors on va dire les 1 000 euros, on va dire la totalité, voilà. Donc 689, dans votre compte de résultat, ça va générer une charge qui ne va pas être, elle ne va pas être décaissée, mais c'est-à-dire que on crée une charge de 1 000 euros. Dans vos comptes, la subvention de 1 000 euros, elle reste dans les produits. Mais la charge qui est passée donc en 689 va atténuer. Et la contrepartie du compte 689, donc 689 au débit, la contrepartie au crédit du compte 189. Que dans 180, non, 19, non, c'est du 19, c'est fonds dédié en 195 ou en tas des financiers d'autres. Alors, en 194. Fonds dédié sur subvention d'exploitation. Donc la contrepartie du 689, ça va être le 194. Ça va être vos comptes pour 2020. En 2021,
la subvention, vous l'avez, donc les 1 000 euros, vous l'avez touché sur 2020. En 2021, vous allez passer l'écriture 789. Normalement, c'est la même chose que le 689. Je vérifie quand même, hein, que je ne vous dise pas trop de bêtises. Mais ça va être un 78 quelque chose. Ça va être un 789, donc au crédit. Et pour équilibrer l'écriture, ça va être au débit du 194. D'accord. Et quand vous allez avoir passé cette écriture, votre compte fonds dédié, le 194, il va être à zéro. Il va être soldé. Et c'est comme ça que l'on récupère le produit de la subvention qui n'a pas été utilisé sur l'exercice suivant. Pour le financeur, lui, vous a versé 1 000 euros en 2020. Dans les comptes que vous allez produire, il va voir les 1 000 euros qu'il vous a versés. Normalement, je vais dire, alors en plus, il faut faire une attestation comme quoi les fonds n'ont pas été utilisés parce que liés au Covid. Donc, il va les regarder. En 68, en 689, dans le compte de résultat, j'ai une dotation pour un montant de, ça correspond tout ou partie de la subvention qui a été versée. Voilà. Alors, avant, non, je ne vais pas vous embrouiller avec le principe d'avant. Non. Bon, je vais essayer. OK. Merci. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à revenir auprès de Sarah et de Quentin, Duc d'Os, si vous avez des questions ponctuellement, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, bah, parfait. Merci, Christophe. De rien. Bon, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur quand même ce soir. Intéressant. Bon. Je vous envoie la présentation demain avec le mail récap et puis le replay si vous voulez revisionner le module. Bah, je vous souhaite à tous une bonne Merci, bonne soirée. Merci à vous, bonne tous. soirée. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne soirée. Soirée. Bon.